Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire présenté par SSQ Assurance. Je me présente, Jean-François Pacanam, conseiller en gestion de l'offre de fonds de placement chez SSQ. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui Patrick Desrosiers, vice-président et directeur chez Gestion de placement TD, ici pour nous parler de leur stratégie d'action mondiale dividende et leurs perspectives de marché. Sachez que s'il reste du temps à la fin, il nous fera plaisir de répondre à une ou deux questions que vous pouvez poser via la question Q&A de votre interface WebEx. Sachez que vous pouvez aussi communiquer en tout temps avec votre représentant SSQ Assurance afin de poser toutes vos questions. Sans plus tarder, Patrick, la parole est à toi. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous pour cette présentation sur le Fonds d'action mondiale dividende TD. Donc, je me présente encore Patrick Desrosiers, vice-président directeur de gestion de placement TD, basé à nos bureaux ici à Montréal. Le fonds que je vais vous présenter aujourd'hui est bien plus qu'un simple fonds de dividendes. C'est un fonds de revenus pour actionnaires. Donc, les dividendes jouent un rôle important dans la stratégie, mais aussi on regarde les rachats d'actions et les remboursements de dettes, qui sont aussi une forme de revenus pour actionnaires. De plus, on s'assure que les compagnies vont générer de la croissance, donc les dirigeants réinvestissent dans la compagnie pour garder des compagnies en croissance et ultimement accroître les revenus pour les actionnaires. Donc, qui gère le portefeuille? Page suivante, s'il vous plaît. Donc, le gestionnaire, c'est Epic Investment Partners. Donc, Epic, c'est une compagnie sœur à gestion de placement TD. Donc, la banque TD les a achetés en 2013, vraiment pour leur expertise en actions américaines et mondiales. Ils ont leur bureau, leur siège social est à New York, avec des bureaux à Londres et à Chicago. Donc, leur philosophie de placement, c'est vraiment de bâtir des portefeuilles d'actions mondiales diversifiés avec des entreprises de haute qualité qui ont un historique de croître leur flux de trésorerie pour payer des dividendes, racheter des actions, repayer la dette. Donc, quand on parle de flux de trésorerie, je vais l'expliquer un peu plus loin, c'est vraiment l'argent que les compagnies génèrent. Donc, Epic ne regarde pas beaucoup les profits financiers de la façon comptable, mais regarde vraiment est-ce qu'il y a de l'argent généré par la compagnie pour vraiment redistribuer aux actionnaires. Ensuite de ça, la croissance est importante. C'est bien beau recevoir des dividendes, mais si l'entreprise n'a pas de croissance, un jour, il n'y aura plus de paiement de dividendes. C'est des entreprises qui s'en vont vers la fermeture. Donc, ça demeure important pour soutenir le revenu et la marque de commerce de l'entreprise à long terme, qui se permet vraiment d'avoir des dividendes en hausse. Ensuite, qu'est-ce qui est particulier du processus d'Epic, c'est dans la gestion de portefeuille, il y a toujours un membre de l'équipe de risque pour s'assurer de bâtir un portefeuille avec moins de risques et moins de volatilité. Donc, la page suivante, continuez avec Epic. Donc, leur actif sous gestion est près de 50 milliards, donc présent principalement aux États-Unis, au Canada, mais aussi ont des clients en Europe et en Australie. La stratégie qui est offerte par SSQ est vraiment la stratégie phare d'Epic qu'il gère depuis 13 ans maintenant, qui a maintenant pas loin de 19 milliards d'actifs. Là, comme vous voyez dans le centre, l'action mondiale à revenus pour actionnaires, c'est vraiment leur stratégie phare. Puis c'est une stratégie qui a beaucoup de succès avec tous les types de clients et même les clients institutionnels, donc les caisses de retraite, les fondations, les fonds publics, ainsi de suite. Donc, en général, comment Epic gère beaucoup de stratégies, mais comment ils voient l'investissement? On va le voir à la page suivante. Donc, leur approche, comme je disais tantôt, c'est vraiment de voir là, est-ce que la compagnie génère de l'argent, des flux de trésorerie? Donc, après qu'une compagnie a payé tout ce qu'elle doit payer, là, ses employés, ses fournisseurs, ses impôts, ainsi de suite, il reste de l'argent. Donc, l'argent, qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire avec? Il y a seulement 5 applications possibles là, par les dirigeants d'une entreprise. La première, c'est de le réinvestir pour des projets de croissance. Donc, soit faire des acquisitions ou réinvestir dans des projets internes. Puis ça, c'est bien important. Quand il y a un réinvestissement des sommes d'argent, il faut vraiment que le rendement attendu soit plus élevé que le coût de capital.
Donc, on voit là si les dirigeants ont une bonne capacité à gérer l'argent des actionnaires. Ensuite de ça, si les dirigeants ne sont pas capables de trouver des projets comme ça, ben là, c'est le temps d'en envoyer, de repayer, de redonner l'argent aux actionnaires. Donc, il y a 3 façons: dividendes en espèces, rachat d'actions et également la réduction de la dette. Donc, ces 3 facteurs qui permettent de redonner, donc de rembourser aux actionnaires des sommes d'argent. Ces 3-là, dividendes, rachat d'actions, réduction de la dette, je vais en reparler, mais c'est vraiment, ça forme le cœur de la stratégie dans laquelle vous êtes investi, la stratégie là, de dividendes, revenus pour actionnaires. Donc, la page suivante, je vais vous présenter le plus en détail vraiment la stratégie revenus pour actionnaires. Donc, la stratégie, vraiment, là, c'est un portefeuille très diversifié qui se concentre sur les compagnies qui génèrent là, des flux de trésorerie disponibles toujours croissants pour payer des dividendes, racheter des actions, rembourser de la dette. Quand je dis portefeuille diversifié, on a toujours environ une centaine de compagnies, donc ça s'assure qu'il n'y a pas beaucoup de risques par compagnie dans le portefeuille. Avec ça, à long terme, donc sur des cycles de marché complets, on s'attend à avoir un rendement moyen là, avant les frais d'environ 9 %. Puis, de ce 9 %-là, à peu près 45-50 % va provenir des dividendes. Donc, comment nous, on voit, quand on parle avec nos clients, même nos clients institutionnels, c'est quoi le rôle de cette stratégie-là dans le portefeuille? C'est vraiment là, une stratégie de base centrale pour les actions mondiales. Donc, c'est intéressant parce qu'elle procure des revenus élevés. Donc, les compagnies qui, quand on souhaite plus de dividendes, c'est des titres qui vont avoir moins de volatilité à long terme. Donc, ça forme un portefeuille moins risqué, donc qui permet à long terme de générer là, des rendements intéressants. Des rendements très intéressants dans un portefeuille d'actions mondiales. Donc, si on regarde maintenant, depuis tantôt, je vous dis le revenu pour actionnaire, mais là, pourquoi que c'est si important? On va le regarder à la page suivante. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décomposé là, sur plus de 90 ans les rendements de l'indice S&P 500, donc c'est l'indice du marché américain. Donc ici, la ligne noire, qu'est-ce qu'elle montre? C'est les rendements sur des périodes mobiles de 10 ans, rendement annualisé. Donc, le rendement peut être expliqué de 3 façons. La première, la ligne verte plus foncée, c'est le rendement des dividendes, le réinvestissement des dividendes. Donc, les dividendes, comme vous voyez, sont toujours passablement constants et positifs. La ligne verte plus pâle, c'est la croissance du bénéfice par action, ça aussi, la plupart du temps, positif. Et finalement, la variation du ratio cours-bénéfice, donc le PE ratio, ça qui peut être très variable à travers les années, dépendamment des cycles boursiers. Au travers, comme vous voyez, sur plus de 90 ans, sur des périodes de 10 ans, il y a eu vraiment là, seulement 2 périodes négatives. Dans les années 30, la Grande Dépression et plus dernièrement, la crise financière. Donc, en général, la prime de risque qu'on s'attend pour les actions à long terme est positive. Donc, si on regarde plus à droite, on voit que le marché sur 90 ans a donné un rendement de 10 %. Donc, qu'est-ce qui est le plus stable, le 3,9 %, ça a été le rendement, le réinvestissement des dividendes. Et ensuite, la croissance des bénéfices, 5,2 %. Donc, cette croissance-là est primordiale pour assurer la croissance du dividende également. Donc, c'est important. Et finalement, les mouvements du ratio cours-bénéfice, ça, c'est un facteur pas mal moins stable qu'on voit au cours des années, au cours de 90 ans, ça a rapporté un petit peu, mais c'est difficile à prévoir dans le futur où que ce cours-là va aller. Donc, quand on regarde l'indice S&P 500, on peut voir que les perspectives d'EPIC, on s'attend à un rendement de 5 à 7 %.
pour l'indice S&P 500. Donc, la stratégie qu'on bâtit, on prévoit 9% à long terme de rendement, principalement à cause des dividendes et du revenu pour actionnaire, qu'on va vous présenter plus en détail par la suite. Donc, la prochaine page, on peut vous montrer maintenant que la preuve pourquoi que les dividendes fonctionnent. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décomposé l'indice MSCI Monde en 4 portefeuilles équipondérés. Donc, c'est avec les rendements de 1994 à 2018. Donc, au début de chaque période, à chaque année, on rebalance les 4 portefeuilles équipondérés selon les dividendes, leur politique de dividendes. Donc, la dernière année, s'ils n'ont pas payé de dividendes, aucun dividende, s'ils ont réduit leurs dividendes, s'ils ont eu des dividendes stables ou ont eu des dividendes en croissance. Donc, comme on peut voir dans le tableau à gauche, avec 10 de rendement annualisé là, sur cette période de près de 25 ans, les titres qui augmentent leurs dividendes vont donner un rendement au portefeuille très intéressant. Ensuite, la magie de ça, c'est pas seulement que tu vas avoir une belle performance, mais en plus, la volatilité de ces titres-là est plus faible. Ça, c'est le tableau à droite. Donc, on voit un écart titre de 14,5 %, donc une volatilité donc qui va permettre d'avoir un portefeuille moins risqué, qui va mieux performer dans les marchés baissiers. Donc, le dividende, c'est une partie phare qui est très importante dans le portefeuille. Donc, comment ça se fait dans notre portefeuille? Ça, c'est la page suivante. Comme je disais tantôt, en moyenne, on a toujours environ une centaine de compagnies dans le portefeuille. Donc, ici, qu'est-ce qu'on montre? C'est à chaque année combien de nos entreprises ont augmenté leurs dividendes. Donc, nécessairement, on ne peut pas avoir toujours les 100%, mais on voit qu'ici, environ autour de 3/4, de 70 à 80% des compagnies dans le portefeuille vont augmenter leurs dividendes. Puis ça, c'est, comme je viens de le montrer, c'est primordial pour avoir un rendement intéressant là, pour le portefeuille. Donc, à la prochaine page, en résumé, qu'est-ce que la stratégie vise? Donc, comme je vous disais tantôt, le rendement attendu avec cette stratégie-là, on pense qu'à long terme, sur des cycles boursiers, on est capable d'avoir à peu près 9% brut avant les frais de gestion, évidemment. Donc, comment que c'est construit le rendement cible de 9%? Vraiment, on vise d'avoir un dividende dans l'espèce là, autour de 4,5%, donc 45 à 50% du portefeuille, du rendement du portefeuille va venir des dividendes. Ensuite, à peu près 1,5% va venir du rachat d'actions ou de la réduction de la dette. Et un autre 3% vraiment par la croissance des flux de trésorerie. Donc, comme je vous disais tantôt, s'assurer que les entreprises dans lesquelles on investit font croître leur entreprise pour être capable d'avoir cette croissance soutenue-là qui va nous donner un rendement intéressant. Donc, si on regarde la performance depuis le lancement de la stratégie depuis 13 ans, donc on regarde en haut à droite, Action mondiale à revenu par actionnaire, donc le rendement annualisé était de 8,4 %. Puis ça, comme vous savez aussi, sur ces 13 ans-là, on a eu des belles périodes de marché aussi, mais on a eu une grande crise en 2008, puis la dernière crise qui a eu lieu. Donc, on n'est pas loin quand même de cette cible visée-là. Puis si on le compare par rapport à l'indice MSCI Monde, mais là, on voit qu'il y a une belle valeur ajoutée avec beaucoup moins de volatilité. Puis la volatilité, vous voyez dans le deuxième tableau, donc l'écart type de la stratégie 9,5 % versus l'indice MSCI Monde à 11 %. Donc, qu'est-ce qui permet d'avoir avec moins de volatilité? C'est certain que c'est une stratégie quand les marchés sont très haussiers ou très forts, comme on pourrait dire. Habituellement, c'est une stratégie qui va peut-être tirer de la patte quelque peu, mais lors des marchés baissiers, c'est une stratégie qui fait très bien. Donc, si on veut aller dans le détail, comment là vraiment le portefeuille est construit, on va aller à la page suivante.
Donc, l'indice MSCI Monde, là, c'est de 12 000 environ 12 000 à 14 000 titres qu'on a disponibles. Donc, on ne fait pas une analyse fondamentale de tous ces titres-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est certain, on utilise des filtres pour essayer de diminuer le type de compagnie le nombre de compagnies qu'on veut analyser. Ensuite de ça, là, on fait une analyse approfondie de chacun de ces titres-là. Mais à chaque semaine, là, on est capable d'aller trouver là, 5 à 10 nouveaux titres là, qui pourraient être intéressants pour le portefeuille. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est dans notre première filtre quantitatif, comme on appelle, qu'est-ce qu'on regarde? La compagnie, pour rentrer dans le portefeuille, doit payer un minimum de 3 % de dividende. Elle ne doit pas avoir réduit son dividende dans l'historique qu'on a. Là. Depuis, si on a une dizaine d'années d'historique, on veut s'assurer que les dirigeants croient en leur dividende et qu'ils ne l'ont pas réduit dans l'historique qu'on a. Ensuite de ça, une croissance, comme on disait tantôt, depuis tantôt je parle de croissance des flux de trésorerie, bien ça c'est super important. Donc, ils doivent avoir une croissance des flux de trésorerie au cours des 5 dernières années. Et également, donc, s'assurer que l'argent qui est généré par la compagnie, donc les flux de trésorerie, soit plus élevé que le dividende qui est payé. Parce que des fois, on a déjà vu des dividendes très élevés, mais si le dividende payé est plus petit que l'argent généré, il y a un problème, puis habituellement, la compagnie, là, ça s'en va tout droit vers une réduction du dividende ou des enjeux avec le dividende. Donc, si on veut regarder des exemples de compagnies là, qui n'iraient pas dans le portefeuille, donc des compagnies qui ne payent pas de dividendes, des compagnies avec des flux de trésorerie négatifs. Un bel exemple, ce serait Netflix, que tout le monde connaît. Performance boursière très bonne, mais c'est pas un titre qui irait là. Donc, pour nous, c'est pas un titre assez qui ultimement paye pas de dividendes pour le moment, pas assez mature. Donc, c'est un titre à très forte volatilité. Donc, c'est pas un genre de titre qui irait dans notre portefeuille. Finalement, l'analyse fondamentale, c'est très important pour EPIC. Donc, on a une équipe de gestion qui ont en moyenne plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie et toutes les analystes ont l'opportunité de présenter leur compagnie aux gestionnaires de portefeuille. Cette stratégie-là, comme je vous disais, fonctionne depuis 13 ans et a donné des rendements très intéressants et sur la cible depuis le début. Donc, ensuite, je vais vous donner des exemples de compagnies qu'on a dans le portefeuille. Page suivante. Donc, Las Vegas Sands Corp, c'est comme vous l'avez sûrement reconnu, une compagnie de casino. Donc, on pourrait penser, c'est peut-être particulier, mais qu'est-ce qu'on aime de la compagnie? C'est vraiment, la diversification de ses sources de revenus. Las Vegas Sands a travaillé beaucoup à diversifier ses revenus, donc pas seulement amener des joueurs dans ses casinos, mais amener d'autres personnes qui jouent même pas, mais ont créé un environnement, des centres de villégiature où que les gens pouvaient profiter de l'environnement sans être nécessairement des joueurs. Ensuite, une belle diversification géographique, donc présence aux États-Unis, mais aussi en Asie, où à Macao, il y a beaucoup de casinos. Les Asiatiques sont de grands joueurs, donc c'est intéressant en termes pour la compagnie d'avoir cette diversification. Donc, dans notre modèle, comme je vous l'expliquais tantôt, c'est important que la compagnie puisse s'assurer de ses revenus à long terme, donc le réinvestissement du capital. Puis depuis les dernières années, là, Las Vegas Sands a investi beaucoup dans des projets à l'interne, revaloriser, rénover ses propriétés puis augmenter sa valeur pour ses clients. Et ensuite, le rendement pour actionnaire, la base de qu'est-ce qu'on veut dans notre stratégie. Et là, on voit un rendement de dividende à 5,9 % est un peu plus élevé que quand on l'a acquis avec la baisse là, du dernier trimestre de la valeur des actions, mais c'est quand même très intéressant. Puis, on s'attend à ce que le dividende continue d'être en croissance dans les années futures. À la page suivante, page 11, un autre type de compagnie qu'on aime beaucoup dans le portefeuille, c'est une compagnie de service public.
comme vous allez voir, c'est des compagnies là, qui s'adaptent parfaitement au modèle de notre portefeuille. Donc, American Electric Power Company, là, c'est un bon exemple. C'est comme Hydro-Québec. Donc, ça a des revenus stables, prévisibles. C'est réglementé. Donc, les revenus, tu peux prévoir là, les revenus futurs et les cash flows dans le futur selon la réglementation. Comme Hydro-Québec, la plupart du temps, c'est un monopole que le gouvernement leur donne, donc il n'y a pas d'autre choix. Tu peux difficilement perdre les clients. Donc, c'est un modèle, une compagnie, c'est sûr que c'est pas très sexy, c'est un peu ennuyant comme compagnie, là, ça fait pas les manchettes, mais à long terme, c'est profitable. Bon dividende, comme ici on voit à 3,6%, avec une croissance là, des bénéfices là, autour de 5% par année. Donc, ça, c'est un peu le corps de notre portefeuille, là, que ça va nous donner une croissance stable au cours des années. Donc, page suivante, on va regarder plus en profondeur là, le portefeuille. Donc, depuis tantôt, je vous parle de diversification, mais là, on le voit, là. C'est très diversifié côté secteur et côté pays. Donc, les plus grandes positions en secteur, ben là, services financiers, services publics, consommation de base. Comme on peut voir, c'est beaucoup de compagnies plus matures qui payent des dividendes dans ces secteurs-là. Où qu'on a moins de poids, technologie de l'information, consommation discrétionnaire, matériaux, ben c'est souvent des plus jeunes compagnies, donc le pourcentage de dividendes est plus faible. Comme je vous disais tantôt, je donnais un exemple de Netflix, il y a Amazon aussi. Consommation discrétionnaire, c'est beaucoup les compagnies du commerce de détail, ça, donc c'est un secteur qu'on a plus de difficultés avec l'avenue de l'Internet, donc c'est plus risqué, donc notre pourcentage a réduit beaucoup de ce côté-là. Comme je vous disais tantôt, en ayant moins de poids en technologie de l'information, c'est certain que lorsque la technologie ou ces compagnies-là, lorsque les FANG ont très, très bien fait à fin 2017, début 2018, ça a été un peu plus dur pour la stratégie, mais là, avec la baisse et avec un retour à la normale, un retour de la volatilité dans les marchés, là, notre stratégie a montré pourquoi que c'était une bonne base pour un portefeuille. On pourra le voir plus tard. En termes de pays, comme je vous dis, on essaie de diversifier le plus possible. L'indice MSCI Monde, je pense, pas loin de 60% aux États-Unis, donc on en a moins pour essayer de diversifier le plus possible dans les différents pays, dans les différents risques. Mais les États-Unis demeurent quand même là, une économie au niveau mondial la plus importante. Donc, à droite, les caractéristiques du fonds très importantes. Le rendement de dividende que je vous parlais tantôt, présentement à 4,6%. Le bêta, ça, vous êtes peut-être habitué, c'est le rendement par rapport au marché. Donc, on voit à 0,65. Donc, c'est beaucoup moins volatile. Donc, habituellement, on va suivre moins le marché en marché haussier, mais en marché baissier, on va protéger plus le capital pour les investisseurs. Finalement, les secteurs, ben, comme souvent, les actions mondiales sont annexées avec un portefeuille d'actions canadiennes. C'est un portefeuille très diversifié qui est un très bon complément aux actions canadiennes parce que, comme vous savez, les actions canadiennes se concentrent dans 3 secteurs, finance, énergie, matériaux, avec près de 70%. Fait qu'ici, avec la belle diversification, ça peut aider là, dans la construction de portefeuille total. Donc, si on regarde des exemples, là, des 10 plus hauts titres du portefeuille, à la page suivante, si on voit que, encore une fois, c'est très diversifié, quand le maximum d'une position qu'on peut avoir dans un titre, c'est 2,5%. Donc, c'est pas un portefeuille concentré. Les 10 plus hauts titres là, forment un petit peu moins qu'entre 15 et 20% du portefeuille. Donc, on voit que les titres les plus marqués ont un rendement de dividende très intéressant, là, la plupart en haut de 4. Bonne diversification, services publics, services de communication, soins de santé. Donc, services de communication, les dividendes sont intéressants. On aime ça, même on détient du BCE. Maintenant, c'est pas seulement des compagnies
de téléphone à ligne comme les anciennes compagnies. C'est vraiment des compagnies qui offrent l'Internet, donc que tout le monde a besoin. Puis on croit là maintenant, surtout avec leur offre de téléphone mobile, les gens, c'est rendu quasi un secteur là, un service de base. Comme l'épicerie, maintenant, les téléphones mobiles, on donnerait le choix aux gens là, de réduire leur facture d'épicerie ou réduire leur facture de cellulaire. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens choisiraient. Ça, c'est peut-être un bon sondage à faire, mais c'est rendu là, des compagnies quasi de services de base. Donc, aussi, c'est bien diversifié par pays. Donc, en Allemagne, on a quelques services financiers. C'est plus dans dans de l'assurance. Même AXA, ça c'est français, mais AXA, une compagnie d'assurance, en plus, détient beaucoup de gestionnaires d'actifs, dont par exemple, vous connaissez sûrement PIMCO, qui est un gros gestionnaire d'obligations, donc c'est détenu par AXA, donc ça fait partie de leur famille, une belle diversification là, de leurs sources de revenus. Et on a dans les soins de santé, à long terme, c'est des compagnies qui génèrent beaucoup d'argent, donc qui peuvent leur redonner, donc comme AstraZeneca, qui peuvent leur donner à leurs actionnaires. Ensuite, page suivante, s'il vous plaît. Donc, depuis tantôt, je vous parle là, que c'est un portefeuille à plus faible volatilité. Donc, ici, je vous disais que dans les périodes creuses, la performance est habituellement supérieure. Donc, le but, là, ici, on regarde, il y a eu 154 trimestres depuis le lancement au 31 décembre 2005. Donc, dans les trimestres qui ont été négatifs, il y a eu 52 trimestres que la performance de l'indice était en bas de 0%. Donc, 79% du temps, le portefeuille a donné des rendements plus élevés que l'indice, puis l'écart moyen était de 3,48%. Donc, on voit qu'on protège. Habituellement, quand les marchés sont négatifs, on protège bien. Si les marchés là, sont vraiment en crise, une perte donc si les trimestres, si la perte de l'indice est plus de 5%, comme on a vécu là, au dernier trimestre de 2018, le rendement du portefeuille a toujours été supérieur à l'indice, puis l'écart moyen là, est de 4,7% au-dessus de l'indice. Donc, c'est pour ça qu'à long terme, même si habituellement nos rendements vont être moins élevés que les indices quand les marchés sont haussiers, à cause de l'intérêt composé, comme on protège plus le capital dans les marchés baissiers, à long terme, on s'attend que le portefeuille va donner des rendements plus élevés, va donner une valeur ajoutée par rapport aux indices sur le long terme, comme on voit là, dans la période de 13 ans qu'on je vous montrer auparavant. Donc, la dernière page, finalement, nos perspectives des marchés pour 2019. Donc, notre équipe de gestion fondamentale, donc dans le choix des entreprises et la façon qu'on construit le portefeuille, vise à réduire le plus possible tous les risques qu'on présente ici, là, qu'on présente ici, mais tout en restant le plus possible 100% investi. Comme vous savez, c'est une stratégie qu'on investit à 100% des titres, donc c'est une stratégie longue seulement, comme en bon français. Donc, beaucoup de risques. Aux États-Unis, on s'attend peut-être à une certaine réduction de la croissance. Là, il n'y a plus l'effet de la réduction de taxes de Trump va tranquillement là, se tranquilliser. Donc, 2019, la croissance des bénéfices devrait ralentir, mais devrait quand même être positive. En Europe, là, il y a beaucoup d'incertitudes, le Brexit, les gilets jaunes, maintenant les foulards rouges en France, l'Italie, le populisme, donc on le voit aussi en Autriche, et ainsi de suite. Donc, il y a certaines... L'Europe, là, il y a quand même du bruit, donc c'est des choses qui vont amener de la volatilité. Les ratios boursiers, mais ça a fait monter, là, avec l'assouplissement quantitatif qu'il y a eu, avec tout l'argent qui était investi dans le système, on a eu beaucoup, là, les ratios boursiers cours-bénéfices ont augmenté beaucoup.
Mais là, on est dans un autre... donc là, les politiques monétaires ont changé. On est dans une période de resserrement quantitatif. Donc, on ne pense pas que les ratios boursiers devraient augmenter. Donc, au pire, ils vont rester stables, peut-être diminuer un peu comme on a vu dans le 4e trimestre. Donc, on ne peut pas se fier sur les ratios cours-bénéfices pour avoir des rendements positifs dans le futur. Et finalement, les risques commerciaux, donc ça, vous le savez, là, les États-Unis, la Chine, ça a fait trembler les marchés en décembre. Dès qu'il y a une petite nouvelle, dès que le président Trump nous envoie une tweet, une petite nouvelle positive, les marchés rebondissent. Donc, ça crée beaucoup de volatilité. Puis, c'est pas quelque chose qui devrait diminuer dans notre vue. On pense que les marchés ont été très peu volatiles là, de 2011 à 2017. Là, la volatilité des marchés là, était était en bas de 10%. Mais là, on croit qu'elle va revenir là, au niveau qu'on s'attend, au niveau historique, autour de 15 à 20%. Donc, c'est pour ça que pour nous, le portefeuille qu'on construit présentement, on croit que le portefeuille va être très favorable à naviguer cette volatilité-là parce qu'il est bâti pour naviguer la haute volatilité. Donc, on doit favoriser des entreprises matures qui redistribuent bien leur capital et investissent prudemment les sommes d'argent. Donc, ça fait le tour pour ma présentation. Jean-François, je te redonne la parole. Oui, merci beaucoup, Patrick. Nous allons maintenant passer à la période de questions. On a déjà quelques questions dans la section Q&A. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser à l'instant, puis Patrick tentera de les répondre. Donc, la première, c'est pour votre 14% de pondération au Royaume-Uni. Advenant un déraillement du Brexit, est-ce que votre portefeuille est protégé en cas de baisse de la livre sterling? Dans ce portefeuille-là, non, le portefeuille n'est pas couvert pour la devise. Mais les compagnies dans lesquelles on investit plutôt au Brexit, il y a beaucoup de services publics. Donc, c'est des compagnies locales qui vendent à qui offrent leurs services à des Anglais. Donc, on ne s'attend pas à ce que les revenus soient affectés pour ces gens-là. Donc, c'est dans cette nature-là qu'on investit. Puis, non, il n'y a pas de couverture de devises là, dans ce portefeuille-là. Parfait, merci. Dans le fond, il y en a quelqu'un d'autre qui voudrait savoir comment est-ce que vous avez performé dans les dernières semaines ou mois avec la correction sur les marchés qui est survenue au 4e trimestre? Oui, c'est ça, la performance est quand même a été comme on s'attendait. Donc, là, le dernier trimestre de 2018, là, on a un rendement là, brut avant frais de moins 2,8% versus l'indice là, de moins 8,5%. Donc, comme vous attendriez, c'est un rendement négatif. Il n'y avait nulle part où se cacher. Là. Il n'y avait presque pas de titres qui ont eu des rendements positifs au 4e trimestre. Mais on est satisfait là, par rapport au rendement de l'indice. C'est ce qu'on s'attendait. Donc, la stratégie performe comme on peut s'attendre lorsqu'il y a une hausse de volatilité. Les rendements, on protège là, mieux le capital que l'indice. Parfait, merci. Puis, la dernière question qu'on va prendre, c'est nous semblons être vers la fin du cycle boursier. Croyez-vous que votre stratégie peut nous aider dans cette phase et pourquoi? Totalement. Donc, vous avez raison. On est rendu, là, comme souvent les gens aiment dire, là, dans les dernières manches là, du cycle boursier. Là, les gens s'astinent. On est en 7e, en 8e ou en 9e manche. En tout cas, les releveurs sont rendus au monticule. Mais non, on croit que c'est une stratégie qui est faite pour protéger le plus possible le capital avec des entreprises qui versent bien des dividendes. C'est là que la force, c'est pas une stratégie indicielle ou quantitative, donc il y a une équipe d'analystes fondamentales qui sélectionne les entreprises pour avoir les meilleurs dirigeants possibles qui vont naviguer là, la fin du cycle boursier. Donc, on s'attend.
encore une fois, si les marchés, s'il y a une crise, puis les portefeuilles ont moins 15, moins 20 on va avoir un rendement négatif, mais beaucoup moins négatif qu'un portefeuille normal là, que les indices là, avec un portefeuille de croissance avec plus de risques. Parfait. Bien, merci beaucoup, Patrick. C'était très intéressant. Donc, ceci conclut la présentation. À tous ceux qui ont été webinaires, merci de votre participation et revenez-nous en février alors que l'équipe de Jerry Slosky Fraser nous fera une revue des marchés et parlera de la performance de son fonds d'action canadienne. Bonne journée à tous.